s'appelle Sans transition, comme on dit. D'abord, merci beaucoup de m'avoir permis de prendre la parole à cette occasion. Si j'ai bien compris, et j'espère ne pas être en décalage, vous allez aborder dans une deuxième partie l'enjeu des inégalités. Et tout cela à 3 semaines de la conférence de Paris, qui est un moment pour le moins singulier, puisque à Paris vont se retrouver l'ensemble des chefs d'État de la planète et la communauté internationale pour, je l'espère, décider d'écrire l'avenir et non pas de le subir. Je pense qu'on commence petit à petit à prendre conscience que nous ne sommes pas dans un simple enjeu environnemental. D'ailleurs, les mots ont un sens. L'idée n'est pas simplement de préserver ou de sauver la planète, puisque la planète, pardon de vous le dire, mais pourrait probablement se passer de l'humanité, mais je ne suis pas sûr que l'inverse soit possible. Donc c'est bien de l'avenir, des conditions d'existence de l'humanité qui se joue à Paris. En quoi est-ce que l'enjeu climatique est aussi un enjeu d'équité, de solidarité ou d'égalité, ou en quoi, si d'avenir est ce que nous nous efforçons d'éviter, ce phénomène nous échapper, en quoi ce phénomène pourrait ajouter l'inégalité à l'inégalité? Tout simplement, mais peut-être est-ce injure de vous le rappeler, est-ce une injure? Les enjeux climatiques frappent prioritairement des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont en aucun cas, ou en tout cas très modestement, provoqué le phénomène dont ils subissent les conséquences, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité. Et si on veut être parfaitement objectif, et je pense d'ailleurs que le temps de l'objectivité est venu, parce qu'on ne peut pas toujours se dissimuler ou travestir l'histoire et les faits, ce phénomène est lui-même la conséquence d'un mode de développement qui parfois s'est fait en plus, au détriment des populations qui sont frappées par les premières conséquences des manifestations climatiques. C'est pour ça que je ne cesse de répéter que la crise climatique, c'est l'ultime injustice. Oh, les mots peuvent paraître exagérés, l'ultime injustice. Mais j'y crois. C'est l'injustice de trop. Et je peux simplement témoigner, une, de l'agonie de la planète, mais également de cette injustice au quotidien, de ces hommes, ces femmes et ces enfants qui subissent des phénomènes dont ils n'ont pas immédiatement compris l'origine. Mais il en est de la crise climatique comme de tous les sujets liés à l'inégalité, et les inégalités, vous le savez, ne sont pas réductibles simplement aux inégalités de revenus. Des inégalités qui ne cessent de se creuser dans le monde sont liées évidemment aux revenus, mais également à l'espérance de vie, au taux de mortalité des enfants, à l'accès à l'éducation, des inégalités qui parfois reposent simplement sur le hasard géographique, tout dépend où l'on est né. Et quand je rencontre, par exemple, à Guyane, aux Philippines, des hommes, des femmes et des enfants qui subissent régulièrement les premières manifestations des changements climatiques, c'est-à-dire des typhons à répétition, et quand j'entends un homme me dire, vous savez, un matin, j'ai réchappé du typhon Haiyan, et en émergeant des décombres de ma maison et que j'ai regardé autour de moi, j'ai presque regretté d'avoir survécu. Eh bien, dans l'esprit de ces hommes, ces femmes et ces enfants, tant qu'ils ignorent que tout ça n'est pas simplement le fruit de la fatalité, mais ce qui vaut d'ailleurs pour les changements climatiques, vaut pour ce qui se passe chaque jour pour 15 000 enfants dans le monde qui meurent de maladies dont on a les médicaments ailleurs, tant que leur mère ne sait pas que si cet enfant était né un peu ailleurs, de l'autre côté d'un mur, d'une frontière ou d'un fleuve, elle pense que son enfant, qui risque de mourir, c'est lié au destin, à la fatalité. Mais quand elle prend conscience que c'est simplement parce que sa situation géographique ne la fait pas bénéficier de la même attention, que son enfant n'a pas la même valeur, ou quand, pour revenir à l'homme de Guyane aux Philippines, il découvre qu'il subit un phénomène qu'il n'a pas provoqué et qu'il en est victime,
et qu'à chaque manifestation climatique, il descend d'un cran dans la capacité de résilience, eh bien vous ajoutez à toutes ces inégalités, dans un monde qui maintenant est connecté, relié, où les inégalités s'exposent, se voient, s'apprécient, se mesurent, vous ajoutez un élément explosif qui est l'humiliation. Et c'était le message que je veux faire passer ici. C'est que de tout temps, et l'égalité n'est pas de ce monde, mais l'équité peut être un objectif, les inégalités ont existé, sauf qu'elles se creusent, elles s'exposent dans des contrastes qui sont insupportables. Et dès lors que chacun est en mesure d'en apprécier l'origine et de comprendre qu'il n'en a aucune responsabilité, mais qu'il en subit les conséquences, eh bien, si l'on espère, où que l'on soit, vivre dans un monde en paix, cette paix ne sera à notre portée que le jour où nous aurons évidemment éradiqué ces inégalités. Personne ne peut aspirer à une prospérité dans la paix tant que nous nous accommoderons de ces inégalités et surtout tant que ceux qui les subiront pourront en apprécier l'origine. C'est ça qui a changé. Nous avons voulu ou nous avons subi un monde qui s'est relié, connecté brutalement pour le meilleur, mais également pour le pire. Tout d'un coup, ce monde s'est rétréci. L'Afrique, qui nous paraissait un continent lointain, devient quasiment notre voisin. Et donc nous découvrons que notre sort est lié à nos amis africains, qui subissent d'ailleurs, ne serait-ce que par l'accroissement de la désertification et l'accélération de la désertification, de plein fouet, les conséquences des changements climatiques. Donc oui, osons dire ici que l'enjeu climatique conditionne tous les enjeux de solidarité. C'est la pierre angulaire de la dignité humaine et de la justice sociale. C'est ça qui se joue à Paris. Mais on peut dire dans le même temps, une fois ce constat fait, une fois cette perspective énoncée, si nous laissons les phénomènes nous échapper, si nous ajournons de nouveau la mutation, si nous repoussons l'effort, si nous ne faisons pas jaillir un modèle économique qui ne soit plus basé sur la prédation, sur l'exploitation, sur la destruction et sur la concentration des richesses, eh bien, si tel est le cas et si la volonté est là, et elle peut être là à Paris parce que tous les grands acteurs seront là, on peut faire un saut qualitatif tous ensemble. Ce n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème de technologie supplémentaire, on aura besoin de sauts technologiques, mais on en connaît déjà largement assez. Ce n'est même pas un problème économique et encore moins financier. Est-ce que je dois ici, à l'OCDE, rappeler simplement quelques chiffres, issus d'ailleurs, me semble-t-il, ou du FMI ou de l'OCDE. Chaque année, nous allouons sous des formes diverses et variées l'équivalent de 650 milliards de dollars en subventions aux énergies fossiles. Selon l'OCDE et le Fonds monétaire international, les conséquences sanitaires et environnementales de l'utilisation des énergies fossiles dépasseraient plus de 6 000 milliards de dollars. Et dans le même temps, depuis Copenhague, nous n'arrivons pas à trouver 100 milliards pour honorer nos promesses que nous avons faites à Copenhague pour aider les pays du Sud à s'adapter au changement climatique. Alors j'entends bien que l'énoncé de ces chiffres peut paraître un peu caricatural, mais il y a quand même là un substrat de vérité, et donc tout est question de priorité, d'affectation, d'orientation. Ces 650 milliards seraient plus utiles à permettre aux pays du Sud de s'adapter et d'accéder aux technologies propres tout en nous épargnant les conséquences monstrueuses de l'utilisation des énergies fossiles. Et je pourrais citer bien d'autres exemples d'argent qui échappent à la solidarité. Et je veux terminer ici. Chacun aura mesuré que nous sommes à un moment très particulier de l'histoire de nos sociétés. Particulier parce qu'on est sur un point de bascule. Paris, d'ailleurs, peut être une impulsion qui nous fasse basculer, je l'espère, du bon côté de l'ambition, de l'intelligence collective. Et en revanche, un échec peut nous faire basculer vers une forme de résignation. Mais c'est un moment particulier aussi parce que il est
je dirais, caractérisé par cette phrase d'Einstein que je ressors souvent, qui disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». La profusion des moyens, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on est capable tous les matins de faire des choses merveilleuses que l'on ne soupçonnait même pas la veille. La mauvaise nouvelle jusqu'à présent, c'est la confusion des intentions. Cette absence de vision. Le fait que le progrès n'a plus de sens, ou en tout cas nous en avons perverti son sens originel. Et donc nous avons l'occasion à Paris justement de redéfinir, de redonner du sens au progrès. Enfin de faire jaillir une économie qui revienne au sens premier de l'économie, qui est d'économiser et non pas de dilapider. Voilà ce qui se joue à Paris. Mais la clé de toutes ces crises, elle se résume dans un mot, la solidarité. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Peut-être si la salle avait une ou deux questions, puisqu'on est parfaitement dans les temps. Si je vois une main ou deux se lever à quelques semaines de la conférence sur le climat, eh bien, elles seront les bienvenues. Et s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner directement sur la prochaine session. Pas de questions pour Nicolas Hulot? Moi, j'en ai une quand même. On est à 3 semaines et il y a une semaine, on s'est aperçu qu'en fait, on n'arriverait pas à tenir l'objectif des 2 degrés qui était initialement prévu. Alors, comment on fait en moins de 3 semaines pour que la conférence de Paris soit quand même un succès? Bon, il vaut mieux être dans l'état d'esprit inverse de celui de Copenhague. Rappelez-vous, avant Copenhague, tout le monde pensait que c'était une simple formalité, tant s'imposait l'évidence qu'il ne fallait pas échouer. Là, à juste titre, tout le monde est un peu inquiet, mais il y a 2 manières de lire d'ores et déjà les résultats de la conférence de Paris. La manière, je dirais quand même positive, d'abord, c'est que vous allez avoir quasiment autant de partis, autant d'États que d'engagements, y compris des pays comme la Chine, qui sont quand même dans un état d'esprit totalement différent par rapport à Copenhague, puisqu'on a un pays maintenant qui est très allant sur ces sujets-là, qui a ses propres objectifs, qui lui-même a annoncé qu'il allait créer son propre marché carbone, ce qui était totalement impensable, même 2 ou 3 années en arrière. Vous avez des signaux importants, le président Obama qui annonce chaque jour des mesures nouvelles, le Canada qui vient de basculer et qui nous rejoint dans cette dynamique. Et je dirais que si vous n'aviez pas la conférence de Paris, ça ne serait pas une trajectoire de 3 degrés que nous aurions, c'est une trajectoire de 4 ou 5 degrés. Et là, pour le coup, la fenêtre serait inatteignable. Si à la suite de la conférence de Paris, en additionnant les engagements, nous sommes, comme je le crains, sur 3 degrés, rien ne nous empêchera, et c'est d'ailleurs l'objectif des négociations, d'avoir des clauses de révision à la hausse, tous les 5 ans, et je l'espère d'une manière beaucoup plus rapprochée, pour accélérer. Ce qui est important à Paris, c'est que nous rentrions dans une nouvelle dynamique, avec des nouvelles règles du jeu. C'est pour ça que, par exemple, le prix du carbone est au moins aussi important que les engagements. Ce sont les instruments qui sont importants. Si les grands pays les plus émetteurs, et notamment c'est un sujet qui va être à l'ordre du jour ce week-end, à Antalya en Turquie pour le G20, si les pays les plus émetteurs s'engagent, non pas dans l'immédiat sur un prix unique du carbone, parce que ça serait souhaitable, mais ça n'est pas réalisable, mais s'engagent sur ce qu'on appelle un corridor de prix du carbone, c'est-à-dire la perspective d'avoir un prix unique à l'horizon peut-être d'une vingtaine d'années. Nous émettons chaque année 50 milliards de tonnes de CO2. Imaginez que nous mettions cette tonne de CO2 à terme à 10 ou 20 dollars. Vous multipliez 50 milliards par 20. Vous avez 2000, si je ne me trompe pas, 1000 milliards de dollars. Vous pouvez après les réaffecter en bonus-malus à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà ce qui se joue. Donc les instruments sont aussi importants. Donc Paris, de toute façon, va être un moment historique, je le pense. Je ne pense pas qu'on soit sur la trajectoire de degrés, je m'en afflige. Mais vous ne pouvez pas non plus, comprenez, à 196, vous substituer à la volonté, surtout qu'il y a un principe des Nations Unies qui est très compliqué à mettre en œuvre, c'est le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Et la responsabilité commune et différenciée, ça veut dire que chacun analyse sa responsabilité sur des critères qui lui sont propres.
Évidemment, la Chine va vous dire, oui, je suis le premier émetteur de gaz à effet de serre, mais chaque citoyen américain émet 4 fois plus de CO2 qu'un citoyen chinois. Et puis à l'inverse, vous allez avoir l'Éthiopie ou le Bangladesh qui va nous dire, mais écoutez, nous, pour l'instant, nous avons d'autres priorités. Mais en même temps, même ces deux pays-là que je viens de citer, les deux pays que sont le Bangladesh et l'Éthiopie, ont pris leurs propres engagements. Donc il se passe quand même quelque chose d'inédit à Paris. Et une question sur la société civile et la représentation des citoyens à Paris. On parle beaucoup de risques de perturbation de la conférence. Qu'est-ce que vous en savez, vous qui êtes dans les coulisses de la préparation? Je préfère être à ma place qu'à la place du préfet qui est en charge les problèmes de logistique. Parce que déjà, le 29 novembre, vous allez avoir une grande marche pour le climat dans Paris. Dès le lendemain, vous allez avoir pratiquement 80 chefs d'État qu'il va falloir conduire au Bourget. Donc c'est vrai, compte tenu en plus de la situation particulière liée à la sécurité dans notre pays, la mobilisation de nos forces de sécurité, c'est vrai que c'est une sacrée équation. Mais l'expérience nous montre que ça, c'est un peu le miracle de l'organisation des États, c'est qu'à mon avis, les choses vont quand même bien se passer. Je ne sais pas s'il y aura la fluidité pour aller au Bourget, mais je pense qu'ils ont anticipé. Nous attendons 30 000 personnes représentant les délégations et quasiment autant de journalistes, sachant que tout ça va durer quand même pendant 13 jours. Et puisque tout le monde est là pour en savoir un peu plus sur Nicolas Hulot, après la COP21, est-ce qu'il y a un destin à venir? Je me doutais bien que le réflexe journalistique allait ressortir. Oui, il y a un vrai destin, c'est que je vais faire un break et me reposer. Voilà. Très bien. Merci. Merci Nicolas.